Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Politique. Ce soir, on va aborder une thématique qui est un marronnier, c'est les personnes porteuses de handicap en milieu scolaire. Cette question, elle est posée souvent, surtout par les parents, pour voir un petit peu où trouver des solutions. Parfois, inscrire son enfant porteur d'un handicap est un vrai parcours de combattant. La question, elle va être posée lundi à Saint-André, lundi 25 février. Le lycée professionnel Jean Perrin organise une journée internationale de handicap. Ça aurait été prévu normalement le 6 décembre. Ça a été reporté à cause des mouvements sociaux le lundi 25 février. On va voir avec les deux chevilles ouvrières de la mise en place de cette organisation, voir un petit peu qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qu'on aura donc ce jour-là. D'abord, je reçois honneur aux dames Angélique Maillot, bonsoir, enseignante et d'une classe Ulysse, on va savoir ce que c'est dans un instant. Le proviseur adjoint du lycée professionnel Jean Perrin, Ludovic Barbe, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Alors, j'avais dit qu'on a dû changer de date, c'était prévu le 6 décembre, il a fallu se déplacer au 25 février. Alors, initialement, la manifestation était programmée pour le lundi 3 décembre 2018. Mais en réseau du mouvement social des Gilets jaunes, nous avons eu des ouvertures, des fermetures administratives en établissement. Donc, par conséquent, il a été décidé, à 2 jours de l'événement, de l'annuler tout simplement pour raison logistique et matérielle. Voilà. Et puis je pense qu'il y avait un problème de sécurité aussi. Exactement, il y avait aussi la sécurité puisqu'on attendait entre 2000 et 3000 personnes sur site. On va revenir à cet événement, on va revoir cette affiche, voir un petit peu ce que Ensemble c'est mieux. Ensemble c'est mieux, c'est une affiche qui a été donc réalisée par l'établissement scolaire, par un professeur artistique. Tout à fait. L'affiche a été réalisée par notre maquettiste, professeur des arts appliqués, monsieur Menant-Franck, donc qui a travaillé beaucoup d'heures sur cette affiche, mais elle est aussi le fruit et le résultat de l'ensemble des synergies et des réflexions de tout le comité de pilotage de la Journée internationale du handicap. On va juste se rappeler qu'au vu de toutes les couleurs qu'il y a, l'aspect doit être positif. En tout cas, on a voulu quelque chose qui soit positif. Intégrer l'enfant porteur de handicap dans l'établissement scolaire, c'est quelque chose de positif, c'est en faire un enfant comme les autres. En tout cas, c'est l'objectif à chaque fois, que cet enfant se sente comme les autres. Et on voit que aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de critiques, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réalisées à l'intérieur des établissements scolaires. On va les détailler plus ou moins. D'abord, Ensemble c'est mieux, c'est vraiment un travail qui a été mené en équipe, l'organisation, la mise en place. Tout à fait. Nous avons conduit pas moins de 5 comités de pilotage sur des vendredis consécutifs avec les partenaires qui sont très nombreux et qui nous accompagneront sur cette journée entière de 9h à 16h. On a réfléchi d'abord à la maquette, aux différentes couleurs, puis en dernier lieu au message. Le message a porté vraiment débat parmi le comité de pilotage. On a longtemps discuté à propos de ce qu'il fallait afficher comme symbolique à cette manifestation et on en est arrivé à ce slogan. Puisque ensemble, on peut faire plus de choses, davantage de choses, on peut mieux faire les choses. C'était un peu l'idée qui se dégageait du comité de pilotage, en tous les cas, qui avait été partagée par l'ensemble des membres. Angélique Maillot, je disais tout à l'heure que vous êtes enseignante dans une classe Ulysse. C'est quoi une classe Ulysse? Alors, il faut savoir qu'une classe Ulysse, déjà le terme Ulysse, ça signifie unité localisée pour l'inclusion scolaire à l'école. Qu'est-ce que ça signifie pour un enfant déjà qui commence la maternelle? Ça signifie que... Quel que soit son handicap. Quel que soit son handicap, c'est-à-dire que le système scolaire, le principal d'un établissement, et notamment on commence par la maîtresse ou le maître d'école, doit être capable d'accueillir cet enfant dans la classe et de lui enseigner ce qui est enseigné aux autres enfants. Et justement, à quel âge le gouvernement vient de voter une loi pour l'instruction obligatoire. Je vais rappeler quelque chose à chaque fois, c'est important de le dire. Tout le monde dit que l'école est obligatoire. Je le répète, l'école n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et là, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans et même à partir de 2 ans pour ceux qui peuvent anticiper cette rentrée. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la scolarisation précoce qui est conseillée, qui est mise en place par certaines municipalités à l'Académie de la Réunion. C'est le cas des communes comme Saint-André, de Saint-Benoît, où on encourage les parents à scolariser leur enfant dans les écoles maternelles dès l'âge de 2 ans pour que l'enfant puisse entrer dans les apprentissages plus tôt et après suivre une scolarité constante. Alors, je reviens au dispositif.
quels sont les premiers dispositifs qui existent pour les enfants porteurs de handicap et surtout pour les parents qui cherchent toujours des structures pour essayer de faire en sorte que leur enfant soit dans un environnement qui soit le plus naturel et le plus, je dirais, normal possible, entre guillemets? Alors déjà, si on se met à la place d'un parent lambda, hein, donc déjà, il faut faire le diagnostic de l'enfant. Donc il faut savoir, quand on a son enfant, donc on a besoin de... On ne sait pas forcément qu'il est en état de handicap, ça veut dire qu'on l'apprend. On l'apprend comment? Soit on va chez le médecin traitant et il commence à constater que l'enfant a un retard du langage. Du coup, on va nous diriger, le parent, on va nous diriger vers l'orthophoniste ou soit vers des structures. Donc on commence par quoi? C'est ce qu'on appelle, là on touche ce qu'on appelle tout ce qui est cognitif, tout ce qui est dysfonctionnement comme dyslexie, dysphagie. C'est ça, ces éléments-là sont les premiers à être... Alors oui, on va parler, déjà il y a 2 termes qu'il faut retenir. On va retenir le terme de l'autisme. Donc, du coup, on parle de troubles. Alors, j'ai reçu un père de famille qui est sur ce plateau également, et il me disait que justement, pour détecter déjà l'autisme, c'est pas quelque chose de simple. Non, c'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça que, généralement, l'autisme, on le détecte pas avant l'âge de 3 ans. Et selon les textes, donc au niveau, on va dire, de la métropole et de la Réunion, on le détecte à partir de 6 ans. Donc on va dire que c'est très tardif. C'est pour ça que Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, a mis en place, dès sa candidature, les principales mesures du 4e plan autisme. Quel est le but de ce plan? Déjà, c'est d'effectuer le diagnostic de façon plus précoce. Et aussi, c'est pour faire en sorte que l'enfant soit bien accueilli concernant sa scolarisation. Ce qu'il faut savoir, je viens notamment sur les enfants autistes. Donc, il faut savoir qu'actuellement, notamment en métropole, il n'y a qu'1 tiers des enfants qui sont scolarisés en maternelle. Et à La Réunion, on a plus ou moins les chiffres ou pas? Alors... Non, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, je vous pose la question. Est-ce qu'on a plus ou moins les chiffres? Je m'excuse, j'ai pas les chiffres. Parce qu'à La Réunion, je pense que il y a moins de structures à La Réunion. Il y a moins de structures à La Réunion par rapport à la métropole, mais il faut savoir que la métropole, c'est quand même diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des académies qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Par exemple, l'Académie d'Orléans est beaucoup plus en retard que l'Académie de Toulouse. D'accord. Donc à Toulouse, notamment là où j'ai été professeur stagiaire, on commence par rapport aux formations. Toujours en stage pour les classes Ulysse, on parle là? Non, pas par rapport aux classes Ulysse. Alors, moi, j'étais professeur stagiaire à Toulouse. Donc, il faut savoir qu'à Toulouse, on a une sensibilisation en tant que professeur. Donc, j'étais pas encore tuteur. Et sur l'handicap. Donc, c'est-à-dire que... Alors, quand on dit handicap, est-ce que ce soit le mental? Tous les handicaps. Alors, il y en a 3 normalement. C'est déficient visuel ou... Oui, visuel, mental et physique. Et physique. Ouais. Donc, nous, on était sensibilisés là-dessus. Donc, on avait des cours, notamment dans le lycée où je me trouvais à Tarbes. Donc, j'ai mes anciens collègues qui travaillent avec une structure et les adolescents sont capables... Enfin, il y a un salon de coiffure dans le lycée. Et les adolescents qui sont, on va dire, entre guillemets, autistes ou dyslexiques, sont capables d'accueillir les clients et de proposer une coupe aux clients. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. On va dire que il faut travailler sur les mentalités, notamment à La Réunion. Il y a encore... Dans l'apprentissage à Toulouse ou à Tarbes, qu'est-ce que le futur enseignant titulaire doit acquérir comme outil pour être capable d'accueillir, que ce soit un enfant dit normal ou un enfant ayant un handicap? Alors, il faut savoir qu'à Toulouse, mais on en parle aussi à La Réunion, on parle de pédagogie différenciée. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie différenciée? Le mot est joli, mais à chaque fois, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire qu'en tant que professeur, on doit être capable d'enseigner pour un élève, on va dire, en guillemets, lambda, et un élève qui a, on va dire, des difficultés, par exemple, au niveau de la lecture. Alors, on parle de dyslexique. Ouais. Un enfant autiste qui peut avoir des troubles de comportement, ça veut dire que son comportement ne sera pas forcément le même qu'un autre enfant. Donc, on doit être préparé à ça. Mais il faut savoir qu'à La Réunion, les choses sont en train de changer. Donc, notamment les professeurs qui se retrouvent
stagiaires actuellement, comme moi j'ai été, maintenant ils ont cette formation. On va dire, bon, c'est une formation de base, mais elle est là. Auparavant, on ne l'avait pas. Ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir, quel que soit le handicap, même si vous n'avez pas les outils spécifiques pour chaque handicap? Alors, par rapport aux outils, il faut savoir que là, on va agir, on va dire, à d'autres niveaux. Un enfant en état d'handicap, il doit ou devrait avoir les outils pour l'amener à l'apprentissage. Où est-ce qu'on peut avoir ces outils? Donc, il y a deux possibilités. Soit le parent, il a effectué un dossier au niveau de la MDPH, donc c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. Ouais. Si l'enfant n'a pas de dossier au niveau de la MDPH, il est possible d'avoir, on va dire, une aide au niveau du matériel, mais dans ce cas, soit c'est à la demande des parents, c'est-à-dire que les parents, ils estiment que leur enfant devrait avoir, on va dire, un suivi plus accru, et du coup, il faudra... ce dossier se fait tous les ans. On parle de PAP, de dossier PAP. Donc, excusez-moi. Non, je vais juste te dire, vous êtes proviseur adjoint au lycée professionnel Jean Perrin. Aujourd'hui, à tous les étages, j'allais dire dans toutes les filières ou les sections, est-ce qu'il y a aujourd'hui, chaque section dispose d'outils pour justement que les enseignants reçoivent des enfants porteurs de lycéens porteurs de handicap? On va être sur la question des moyens qui est une question très complexe. Les enseignants bénéficient de formations, donc formation professionnelle de la part du corps d'inspection, mais aussi de l'ASH, qui fait quand même un travail considérable au sein de l'Académie de La Réunion. Alors l'ASH qui veut dire concernant la scolarisation, le service en fait, l'inspection qui gère la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Donc l'ASH fait déjà un travail considérable, y compris la MDPH et d'autres partenaires dans le tissu associatif ou des structures d'encadrement. Pour revenir aux enseignants, les enseignants sont toujours demandeurs de formation. On essaie de mettre en place des formations au fil de l'eau, c'est-à-dire tout au long de l'année, même en plusieurs mois durant, mais on n'est jamais suffisamment bien formé pour accueillir un enfant porteur de handicap. Je suis moi-même père d'une petite fille porteuse du TSA, trouble du spectre autistique. Je peux vous dire qu'on découvre son enfant tous les jours de sa vie. Ça demande quand même de la patience, ça demande de l'amour, beaucoup d'amour, une joie de vivre, donc transmettre tout ceci à son enfant et faire en sorte que son enfant puisse s'épanouir comme un enfant lambda à la fois de son foyer, mais aussi à l'école et dans les structures publiques. Puisque quand on sort et qu'on est en famille ou dans le domaine scolaire, on a ce qu'on appelle le regard des autres, le jugement, qui est quand même inévitable. Lorsque l'enfant, par exemple, a un comportement... qui ne correspond pas à celle d'un enfant lambda, souvent, l'enfant... S'il pique à une crise de colère, par exemple, souvent, l'enfant est jugé de la part des adultes, consciemment ou inconsciemment, telle n'est pas la question, mais pour les adultes qui il y a souvent assistent ce regard interrogateur quand on passe pourquoi l'enfant est dans cet état-là, et souvent aujourd'hui le regard est différent parce que quand ils ne savent pas, il n'y a pas de jugement, mais il y a toujours une interrogation. Qu'est-ce qui explique que? Il y a une interrogation, et quand on a affaire à ces regards-là, on se dit, bon, c'est de la défiance de ces adultes-là par rapport à l'enfant, parce qu'ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. L'autisme n'est pas un handicap apparent. C'est un handicap qu'il faut apprendre à découvrir, qu'il faut vivre tous les jours. Ce sont des enfants différents. Donc, dans leur différence, ils essaient d'évoluer dans la société et dans le monde d'aujourd'hui. On a des compétences à attendre différemment d'eux, des attitudes différentes à attendre d'eux. Donc, tout évolue différemment à leur niveau. C'est comme s'ils évoluaient sur une planète à part de la nôtre. On peut le dire comme ça. Il y a quand même une chose, c'est que vous êtes, donc chef d'établissement, vous êtes aussi donc responsable de l'ensemble des élèves qui sont là. Comment faire quelle est l'appréhension du chef d'établissement lorsqu'il reçoit parmi ses élèves un enfant qui est différent dans certains de ses comportements? Comment se joue, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme, comment se joue l'affaire? Alors, l'affaire, elle est complexe, mais elle est abordable, c'est-à-dire que tout dépend de ce qui se passe au niveau de la communauté éducative. Si je prends l'exemple du lycée Jean Perrin, on a ouvert notre unité localisée pour l'inclusion scolaire lors de cette année scolaire. Donc, ça a ouvert au mois d'août-septembre. Tout était à faire. Au niveau des équipes pédagogiques, on a fait un travail de communication avec les classes qui allaient accueillir ces élèves porteurs de handicap. Les enseignants ont pris comme missive de communiquer avec l'ensemble des parents et l'ensemble des élèves des classes présentes dans le
lycée, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les élèves qui sont porteurs de handicap et scolarisés dans l'ULIS sont à la fois acceptés par leurs camarades, mais aussi soutenus, puisque les autres élèves ont un regard différent. Ils apprennent à faire avec la différence, à composer avec la différence, à considérer autrement ce genre d'adolescents et ce genre d'enfants. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'a réussi la communauté éducative. Mais ce n'est pas chose simple. Et on peut le dire sur 2 ou 3 actions qui ont été menées, par exemple avec l'Impro, qui est juste à côté, avec les jeunes de l'Impro juste à côté. Il y a eu cette action sur la musique, avec entre autres Benjamin. On a vu, on profite pour saluer la dame qui avait mené ce projet. Et on voit à quel point c'est... La différence, elle s'efface par moment. En tout cas, les enfants, les lycéens vivent ensemble. La musique a été un moyen de se connecter, d'être avec. Et ça montre aussi, et je crois que c'est encourageant, de voir que finalement, c'est pas le regard de l'enfant parfois qui fait la différence. C'est parfois le regard d'adulte. Exactement. Quand on trouve des vecteurs communs à plusieurs êtres humains, forcément les barrières tombent. Nous, on a l'habitude de travailler avec les partenaires type IME ou avec lequel on construit beaucoup de projets. D'autres partenaires également. On reçoit aussi les éducateurs spécialisés dans notre établissement, puisque l'établissement scolaire du XXIe siècle, ce n'est plus l'établissement sanctuaire. On a appris à nous ouvrir sur notre environnement, sur nos quartiers, aux partenaires, aux parents également, et à faire en sorte de mettre en place des projets, des actions qui vont dans le sens de la synergie, de la communion des uns et des autres. Et à travers ces projets et ces actions-là, nous arrivons à entretenir et à construire le vivre ensemble et à le faire perdurer dans le temps avec les élèves que nous scolarisons. Il y a cette question qui est sans doute celle qui revient dans la bouche des parents lorsque ils inscrivent leur enfant dans un établissement scolaire comme le lycée professionnel Jean Perrin, c'est de se dire, est-ce que mon enfant est en sécurité? Est-ce que mon enfant va se sentir dans un même contexte? Parce que l'autisme, d'une façon ou d'une autre, ça implique que l'enfant est bien dans un environnement qu'il connaît, qu'il reconnaît à chaque fois. Là, le temps qu'il s'adapte, qu'il crée ses connexions avec son environnement lycéen, ça met un peu de temps. Et quelles sont les questions que les parents posent généralement quand ils viennent vous voir? Les premières questions que les parents se posent effectivement portent sur la sécurité. Est-ce que mon enfant va être d'abord en sécurité dans les murs du lycée? Est-ce que ça va bien se passer au niveau du relationnel, puisqu'on sait que les jeunes sont très portés sur les réseaux sociaux? À partir de là, on sait qu'il peut y avoir des dérapages entre jeunes, ça arrive souvent, mais on dit toujours aux parents, nous sommes les médiateurs dans l'établissement scolaire. On a beaucoup de médiateurs qui sont là pour écouter les jeunes, pour prendre leurs problèmes à bras-le-corps, pour les accompagner, les encadrer et faire en sorte qu'ils puissent cohabiter ensemble dans une même classe, mais aussi construire des projets en commun. Et c'est ça qui change toute la donne. Quand on arrive à atteindre ce genre d'objectif, généralement, ça se fait au bout de l'année scolaire, la synergie elle est prise, la mayonnaise elle est prise, la classe forme un seul groupe, il n'y a plus de tension et les élèves s'acceptent les uns les autres. Et l'avantage du lycée professionnel, et ça, pour l'avoir vécu, on le sait, c'est que dans un cadre professionnel, le contact est plus rapide, j'allais dire les différences s'effacent beaucoup plus rapidement. En tout cas, la solidarité joue plus vite apparemment. Tout à fait, tout à fait. Nous avons l'habitude de toute façon avec la communauté éducative, les enseignants, de travailler de façon pratico-pratique, donc terre à terre avec les parents et les élèves. Dès qu'il se passe un souci, on privilégie la communication. Les élèves ont des cours en enseignement général, mais aussi en enseignement professionnel, c'est-à-dire qu'ils alternent entre la théorie et la pratique. Quand les élèves voient la théorie au bout de la pratique, ça les rassure également, puisque les élèves qui sont accueillis au lycée professionnel ont aussi un avenir à porter, ont aussi un avenir à construire. On parle beaucoup du lycée général, mais très peu ou très rarement du lycée professionnel, même si là, l'éducation nationale a changé la donne et qu'on a une grosse campagne de publicité sur le lycée professionnel comme vecteur d'insertion sociale et vecteur de réussite sociale. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, le lycée professionnel est vu comme un établissement qui peut permettre aux jeunes de s'épanouir et d'avoir accès à la fois à une vie sociale stable, mais aussi à la vie active. Angélique Meillot, en tant qu'enseignante de classe Ulysse, les parents, quand ils viennent, les parents d'enfants porteurs de handicap, qu'est-ce qu'ils vous disent au départ quand ils vous confient leur enfant? Parce que quelque part, pour eux, c'est confier leur enfant à quelqu'un d'autre. Quelles sont leurs appréhensions, leurs questionnements? Alors, moi, je vais commencer par vous répondre de cette façon. Par exemple, cette année, j'ai une classe Ulysse et j'en comptabilise au moins 6 élèves.
Donc j'ai pas d'élèves autistes. Donc moi j'ai des élèves plutôt qui sont dyslexiques. Donc on va dire des difficultés, ils ont des difficultés par rapport à la lecture, pour déchiffrer les mots, etc. Et des difficultés aussi pour parler devant les autres élèves. Et ce que moi j'ai constaté en tant que professeur, hein, c'est que j'ai un élève qui est arrivé en classe cette année. Il est en seconde, ça veut dire en première année de CAP. Et l'élève ne sait pas lire. Vous voyez, c'est un gros problème. Donc du coup, moi, la question que je me pose, étant donné qu'il a eu ce parcours, hein, il a été en maternelle, il a été au collège. Donc du coup, qu'a fait, on va dire, le système scolaire pour cet élève qui arrive en lycée professionnel et qui ne sait pas lire? Donc par exemple, l'inquiétude des parents, quelle est l'inquiétude? Ben, madame, j'ai mon enfant à présent qui ne sait toujours pas lire. Quelles sont les solutions que vous pouvez m'apporter pour aider mon enfant? Mais après, on va dire que c'est un problème général. Parce qu'en tant que professeur, on ne peut pas laisser un enfant ne savoir pas lire arriver au lycée. Justement, est-ce que en tant qu'enseignante, avec un programme à mettre en place, à réaliser, et est-ce que vous avez le temps de dire que vous pouvez vous occuper d'un enfant un peu à part, le prendre un peu plus de temps, prendre du temps pour lui expliquer les choses? Est-ce que vous avez le temps concrètement? Alors déjà, concrètement, quand on arrive, moi je vous parle en général, hein, depuis la maternelle, si les démarches ont été faites au niveau de la MDPH, cet enfant est accompagné d'une AESH, donc une assistante d'éducation pour sa scolarité. Donc ça veut dire que la maîtresse d'école, moi en tant que professeur, je suis professeur d'économie droit pour cette classe, si l'AESH est présente, donc c'est différent au lycée, hein, si l'AESH est présente, je donne des directives à l'AESH. Si elle n'est pas présente, je réalise mon cours différemment. Ça veut dire que là, on met en place la pédagogie différenciée. Donc, alors, justement, est-ce que en 1 heure ou en 2 heures, on a le temps de faire cette pédagogie différenciée? D'abord, il y a la grosse partie qui a besoin du cours de manière ordinaire, et puis il y a la personne qui a besoin d'un peu plus d'attention. Il y a deux possibilités. Première possibilité, on propose, on va dire, un cours standard aux autres élèves, aux élèves lambda, et un cours spécifique à cet élève-là, mais en utilisant d'autres outils. Donc, par exemple, l'élève dyslexique, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser plus d'images pour lui. Présenter des vidéos dans le cadre de l'économie et du droit. Après, comme je vous ai dit, c'est la première année que je fais ce travail-là. Ce que je constate, c'est que les élèves lambda accrochent aussi aux méthodes que j'utilise pour les élèves dyslexiques. Et ensuite, il y a aussi le travail que nous, on effectue avec le professeur référent. C'est-à-dire que si je vois que cet élève a des difficultés dans la matière, le professeur référent va retravailler avec l'élève sur la synthèse. Donc, de quelle manière? Pareillement, hein, elle va travailler avec les images. Donc, aussi par rapport au cours, au lieu de le mettre en format A4, on va le mettre en format A3. Ensuite aussi, on travaille beaucoup avec les schémas. Parce que, en fait, ce qu'on doit savoir en tant que professeur, on a cet élève, on ne le connaît pas. Mais on doit retirer les atouts de l'élève. Donc, ça veut dire savoir qu'est-ce qui lui permet d'apprendre mieux. Donc, par exemple, j'ai un élève, un garçon qui s'appelle Samuel. Donc, cet élève-là, lui, il est dyslexique, mais il a une grande capacité de mémorisation. Donc, et aussi, il est sollicité par rapport aux vidéos. Donc, du coup, je m'appuie beaucoup sur ce qu'il sait faire. Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai proposé aux élèves, c'est de répondre à un QCM sur Pronote. Donc, j'ai donné le même QCM. On va rappeler c'est quoi le QCM? Alors, un question à questionnaire. choix multiples. Des questions à choix multiples, pardon. Sur Pronote, donc c'est le logiciel qu'on utilise dans notre lycée et c'est utilisé aussi dans d'autres établissements. Donc, il faut savoir que l'élève utilise l'ordinateur et il clique les réponses qui sont appropriées. Il faut savoir que lors du premier questionnaire que j'ai proposé,
c'est cet élève, on va dire en guillemets, en état d'handicap, qui a eu la meilleure note. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que, en fait, cet élève a une grande capacité de mémorisation. On a travaillé sur les schémas, retenir les mots-clés. Donc, de cette façon, l'élève, en fait, il acquiert les mêmes compétences que les autres élèves lambda, mais il suffit juste d'adopter des méthodes différentes. Ensuite, ce que j'ai constaté aussi, donc il a une difficulté, ces élèves-là ont des difficultés pour écrire. Donc il faut savoir que sur Word, on a la correction automatique, mais on peut aller aussi plus loin. Donc il faut savoir que sur Internet, là excusez-moi, j'ai plus le nom du logiciel, on a un logiciel spécifique qui est prévu pour ces élèves-là, et qui permet d'aller plus loin, de corriger les mots, c'est-à-dire même s'ils ont mal écrit, et ils peuvent travailler ainsi avec l'AESH. Donc on a quand même des outils, mais c'est juste qu'il faut que le professeur soit vraiment sensibilisé et adapter les cours en fonction des élèves. Alors, je reviens à ma question tout à l'heure, Ludovic Barbe. En tant que, lorsque vous faites les emplois du temps, lorsque vous préparez, vous savez ce qu'il y a dans les classes, vous savez quelle classe a un enfant porteur de handicap, et ça ne change pas l'organisation, bien sûr, mais est-ce qu'il y a possibilité, parfois, lorsque vous avez des outils ou les moyens, j'allais dire, de faire en sorte que l'organisation soit un peu plus portée sur ces élèves-là? Bien sûr, on peut personnaliser les emplois du temps, on peut construire les emplois du temps allégés en fonction de la fatigabilité des élèves porteurs de handicap. On a une coordonnatrice ULIS au lycée qui s'occupe de la gestion des emplois du temps, du suivi de ces élèves en particulier, et qui est l'une de mes collaboratrices au niveau du lycée. Donc, on a souvent des réunions, on discute souvent avec les CPE, avec les enseignants, avec les parents aussi en premier lieu pour voir quel est le degré de fatigabilité des élèves, est-ce que l'emploi du temps est aménagé, est-ce que l'élève est apte à faire du sport ou pas, ça compte aussi également, mais c'est à prendre de façon primordiale, à prendre en compte de façon primordiale. C'est important d'adapter la scolarité du jeune porteur de handicap. Donc ça, c'est une question qui est quand même importante. Si on veut que l'élève s'épanouisse dans le lycée, il faut que l'élève soit acteur de sa scolarité. Donc l'élève porteur de handicap doit être autant acteur de sa scolarité que tout élève lambda. Si vous me permettez, juste une question à part, je souhaiterais juste revenir sur la manifestation du lundi 25 Je reviendrai dessus dans la deuxième partie, parce qu'on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, quels sont les partenaires, pour comme ça, on va faire montrer quel est l'intérêt de cette journée. Mais je voulais vous demander, puisque vous avez fait plusieurs réunions avec des écoles primaires aussi, il y a des collèges, il y avait le collège Mille-Roches. Il y avait la coordonnatrice Ulysse du collège Mille-Roches. Nous avions des enseignants, des directeurs et directrices d'école des écoles primaires qui sont venus. Dans chacune de ces écoles, il y a ce qu'on appelle une ULIS, une unité localisée pour la culture scolaire. Justement, est-ce que le fait que c'est déjà en école primaire, qu'il y a un suivi de l'école primaire au collège et au lycée, que ce soit le lycée général ou professionnel, est-ce que ça vous aide justement? Est-ce que vous avez déjà le livret scolaire de l'enfant depuis ses débuts jusqu'à là? Est-ce que ça vous donne des outils pour mieux avancer? Je dirais c'est une source importante d'informations concernant les jeunes que nous allons accueillir, surtout les jeunes porteurs de handicap. Les ULIS sont ouverts dès l'école primaire. Donc vous en avez en école primaire. Après, on les retrouve au collège, puis au lycée professionnel de préférence. Juste une chose, Ludovic Barbe, tout à l'heure, Angélique Maillot disait que dans sa classe, il y avait un enfant qui ne sait pas lire. Est-ce qu'il faut reprocher qu'à un moment ou un autre, il y a un professionnel qui n'a pas réussi son travail, ou c'est de se dire tout simplement que le handicap est important et il faut trouver, malgré tout, quel que soit le niveau de l'étape, trouver la solution? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Pour moi, le plus important, c'est ne pas de juger ce qui a été fait avant ou pendant, c'est ce qui va être fait dans le présent et pour l'avenir du jeune. C'est-à-dire que si les jeunes rentrent, par exemple, au CP de la pédagogie de la lecture, donc si l'enfant est porteur de handicap, s'il est dyslexique, s'il est dysphasique, s'il est porteur de troubles autistiques, s'il a du mal à rentrer au même moment que les autres enfants dans l'apprentissage de la lecture, l'enseignante ou l'enseignant aura beau mettre en place la pédagogie différenciée,
beaucoup de méthodes d'apprentissage différentes par rapport aux jeunes qui l'auront en face de lui, le jeune progressera, mais ne progressera pas. Le jeune porteur de handicap va progresser, mais pas au rythme que les autres élèves de sa classe. Après, on va dire, ce handicap-là, le bagage, on va dire des difficultés, il va le porter et le prendre avec lui quand il va entrer au collège. Et ce sera la même chose quand il arrivera en lycée professionnel. Certes, beaucoup de choses sont encore perfectibles de l'éducation nationale, mais il ne faut pas dire que les enseignants n'essaient pas. Les enseignants essaient, tout à chacun de leur côté. Après, dans une classe, quand on a à gérer 10, 15, voire 20 ou 30 élèves, ce n'est pas chose simple. Prendre en compte le jeune enfant ou l'adolescent porteur de handicap, il faut le faire sur les temps d'apprentissage et dans le cadre de leur pédagogie. Mais après, on ne peut pas exiger d'eux de corriger toutes les difficultés qui vont être impactées à horizon du handicap que va porter le jeune. Je veux dire, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Alors la question est pour vous deux, quelle relation vous avez avec les parents? Comment les parents participent au travail que vous menez? Ou est-ce que, comme c'est le cas pour beaucoup de parents, d'enfants qui sont, je dirais, normaux, on dépose l'enfant à l'école et c'est à l'école d'apporter l'instruction. Je dis pas l'éducation, mais d'apporter l'instruction. Ou est-ce qu'il y a un véritable travail que vous menez avec les parents? Il y a un travail qui est conduit avec les parents, un travail de communication. On met en place des rencontres parents-professeurs tout au long de l'année. On met en place aussi des communications suite aux résultats des conseils de classe. Donc, on rencontre les parents en cas de difficulté, mais bien en amont aussi également. Il y a la phase des projets, des actions qui sont construites par les enseignants. Quand un enseignant, il faut savoir, un enseignant du lycée Jean Perrin, il met en place une action, un projet, il convoque les parents de sa classe en présence des enfants. Et là, le projet est discuté, ils étudient les modalités de financement. Donc, c'est déjà une façon de faire venir les parents dans l'établissement scolaire. C'est une façon comme une autre. On peut avoir des actions aussi culturelles, donc, ou dans le domaine du médico-social, pour lequel on peut sensibiliser les parents, mais on n'attend pas que les problèmes arrivent dans le lycée pour sensibiliser les parents. On essaie de les faire venir le maximum possible. Mais il y a ce qu'on appelle toujours cette barrière de l'école par rapport au niveau socioculturel où le parent peut ou va se sentir jugé donc par l'institution scolaire, alors que ce n'est pas forcément le cas. On a beau le répéter en discours de rentrée, les parents ont toujours ce réflexe qui est inné ou qui est chez certains parents de dire comme j'ai un rapport négatif avec l'institution scolaire, je ne vais pas y mettre les pieds, ou j'hésite à y mettre les pieds, ou je ne sais pas communiquer, alors que la meilleure des façons de le faire, c'est de venir à la rencontre des équipes éducatives et de l'institution scolaire. Nous, on a mis en place le lycée des parents au lycée Jean Perrin. Le lycée des parents est un dispositif innovant, parce qu'on souhaitait que les parents s'imprègnent de ce dispositif, qu'ils s'en emparent, qu'ils viennent au lycée, qu'ils apprennent, qu'ils voient l'institution scolaire sous un autre angle. Et ça a fonctionné, puisqu'on a une dizaine de parents encore cette année, l'année dernière une vingtaine de parents, des parents qui viennent, qui sont en présence d'enseignants, mais qui là enlèvent leur casquette de pédagogue et d'enseignant et qui sont auprès des parents en tant que conseillers, en tant qu'accompagnateurs. Ça peut être dans les démarches du quotidien, apprendre par exemple à gérer un budget de famille, ça peut s'apprendre aussi par le professeur de mathématiques, qui lui là du coup aura un regard différent et sera aux côtés des parents pour leur apprendre des choses. Nous, on a utilisé l'entrée du lycée des parents pour pouvoir attirer les parents, leur donner envie de venir au lycée sans être confrontés à ce regard de stigmatisation ou ce sentiment de stigmatisation qu'ils ont en eux, qui est inéluctable, puisqu'il y a ce qu'on appelle les barrières sociales. Mais on essaie coûte que coûte d'inscrire l'établissement scolaire dans les quartiers, dans les foyers, mais aussi faire venir les parents à notre rencontre. Parce qu'on dit toujours aux parents, on a beau proposer des choses, ils peuvent eux aussi être acteurs de la scolarisation de leurs enfants et proposer des choses également. Alors, Jimayo, quelles sont vos relations avec les parents des enfants qui sont porteurs de handicap, enfin qui ont des troubles de comportement? Quels sont vos rapports avec les parents de ces enfants-là et comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir qu'un parent qui a un enfant porteur de handicap, je vais aller sur le côté pratique. On a deux catégories de parents, c'est-à-dire le parent qui a fait les démarches nécessaires, qui a fait le dossier MDPH pour son enfant, pour que son enfant soit suivi par l'AESH et qu'il y ait le matériel nécessaire si besoin. Et on a le parent, on va dire, qui n'a pas fait les démarches ou qui ne sait pas comment faire. Et du coup, on peut avoir les parents qui nous sollicitent sur ce point-là. Donc il faut savoir que je ne suis pas professeur principal de la classe, c'est ma collègue qui s'en occupe. Donc, normalement, on passe par le professeur principal afin d'avoir, on va dire,
de l'aide de ce côté-là et aussi par le professeur référent du lycée. Donc, on peut avoir ces deux catégories. Donc, un parent qui n'a pas fait de démarche, ça veut dire de dossier MDPH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du lycée? Donc, on a une possibilité de mettre en place pour l'année, c'est-à-dire pour ne pas perdre de temps, le PAP, c'est-à-dire le plan d'accompagnement personnalisé. Non. Et je reviens à ma question, comment ça se passe? Les parents viennent vous voir ou de vous dire comment il a été aujourd'hui, comment ça s'est passé, cette semaine, comment il a été dans son comportement, est-ce que il a évolué? On vous pose ce genre de questions? Alors, comme je l'ai dit, c'est par rapport aux catégories de parents. C'est-à-dire que il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Donc, par exemple, lors des rencontres parents-professeurs, donc j'ai vu vraiment les parents qui sont investis, qui posent ce genre de questions. Donc, est-ce que mon enfant, il a fait des progrès? Parce qu'ils veulent quand même avoir des résultats. Par exemple, j'ai des élèves, qui, par exemple, au début de l'année, ne parlaient pas du tout en classe. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces élèves, en fait, sortent de leur isolement. Déjà, donc, du coup, le constat que j'ai eu lors de la première rencontre parents-professeurs, donc la question qu'on m'a posée, comment mon enfant se trouve en classe? Est-ce que, déjà, première question, est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est accepté par les autres élèves? Donc, c'est notre rôle en tant que professeur, que ce soit le cas, de bien expliquer aux autres élèves que l'autre enfant, il a une manière différente d'apprendre. Ensuite, on va nous poser des questions aussi en termes de résultats. Donc là, comme je vous ai dit, ces élèves qui ne parlaient pas, là, j'ai eu un semestre de passé. Du coup, j'ai un constat général. Le premier constat, c'est que maintenant, ils arrivent à échanger entre eux. Donc, j'effectue des jeux de rôle, notamment en économie droit, pour que ce soit un peu plus dynamique, et aussi pour les préparer dans le cadre de l'examen de l'année prochaine dans d'autres matières. Je vais généraliser ma question. D'une manière générale, aujourd'hui, si on regarde sur ces 20 dernières années, comment se passe l'intégration, aujourd'hui on utilise le mot inclusion, de l'enfant porteur handicap dans le système éducatif. Est-ce que vous avez vu une évolution, je dirais, pratique et efficace, ou est-ce que vous voyez qu'il y a des endroits où on a du mal à faire sauter les obstacles? Il y a eu des évolutions depuis plusieurs années. Les évolutions ont été impulsées par les différents gouvernements, mais aussi par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on parle d'inclusion scolaire tout simplement parce qu'on veut que les enfants, les adolescents porteurs d'handicap soient pleinement intégrés à leur classe, mais aussi acteurs de leur scolarité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des années, il y a des handicaps dont on ne parlait pas. Aujourd'hui, on en parle, tels que l'autisme, tel que le syndrome Gilles de la Tourette. Donc, des handicaps qui sont visibles ou non visibles. Juste rappeler que le syndrome Gilles de la Tourette, c'est ce qu'on appelle des troubles de fonctionnement, de comportement. C'est donc, ce qu'on appelle des dysfonctionnements également. Mais c'est plus au niveau du corps, c'est plus dans le comportement de l'enfant. Mais par rapport à d'autres syndromes, le syndrome de Gilles de la Tourette a quelque chose, c'est que ça peut disparaître lorsque l'enfant arrive à l'âge adulte. Voilà. Les troubles de comportement peuvent donc disparaître. Là, il y a quelque chose quand même qui se passe, et tant mieux pour ceux qui en souffrent. Et je reviens à ce que disait Ludovic Barbe sur cette évolution aujourd'hui, qu'aujourd'hui on regarde les choses avec un peu plus d'humanité et sans doute moins d'appréhension et un peu moins de gêne aussi, je crois. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu un gros travail de formation qui a été conduit ces dernières années et qui va se poursuivre dans les années qui viennent, mais il y a aussi le regard de la société qui, quoi qu'on puisse le dire, change, évolue progressivement vers le positif par rapport au regard porté sur les enfants porteurs de handicap, les adolescents. Il y a aussi le regard des enseignants qui a beaucoup changé. Les enseignants sont aussi très compréhensifs, ils en discutent entre eux, ils essaient de mettre en place des actions, des projets en faveur des jeunes porteurs de handicap. Le regard est totalement différent. Certes, beaucoup de choses, encore une fois, tout est perfectible et beaucoup de choses restent encore à faire, mais l'éducation nationale a fait des progrès depuis 10-15 ans. Voilà pourquoi on est passé du mot intégration, par exemple, au mot inclusion scolaire. Demain, quel que soit le mot qu'on utilisera,
on saura que bon, on privilégiera le regard humain porté sur les individus et non plus le système en tant qu'il est. L'enfant est au cœur du système éducation nationale. Et quand on dit l'enfant au cœur du système éducation nationale, c'est quel que soit l'enfant. Ça vaut aussi pour les enfants porteurs de handicap. C'est l'école qui s'adapte aux enfants. Lorsque je parlais du syndrome Gilles de Tourette, c'est parce que il y a aujourd'hui, à chaque maladie, il y a une association qui se crée. C'est souvent les parents qui qui créent l'association, qui essayent de trouver des solutions pour leurs enfants. On a reçu beaucoup de monde, malheureusement, leurs enfants, parce que leurs enfants étaient malades, heureusement, parce qu'ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont jamais baissé les bras, et ils se sont toujours battus pour donner à leurs enfants une vie, comme on dit, normale, pour gommer les différences, que ce soit à la maison ou à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi rendre hommage. Il faut rendre hommage à tous ces parents qui cherchent des solutions, qui voient comment, et qui viennent à l'école parfois, voir comment leur enfant entre je dirais, dans cet environnement-là, qu'il ne connaît pas, qui est souvent étranger, mais qu'il appréhendent avec le temps, mais qui finissent par connaître. Et d'où ma question aujourd'hui, et c'est pour ça que on va parler de cette manifestation. Donc on va rappeler, et je vais redemander à la régie de me renvoyer la fiche. Donc lundi 25 février à Saint-André, sur le stade Sarda Garriga. Donc la journée internationale du handicap. Pourquoi je parlais de l'association Gilles de Tourette? Parce qu'il y a aussi d'autres associations qui sont là, qui essayent d'apporter en tout cas quelque chose. Et il y aura beaucoup de partenaires en tout cas lundi. Tout à fait. Il y aura beaucoup de partenaires ce lundi 25 février. Mais moi, je tenais justement à appuyer fortement sur ce que j'appelle moi des parents, des hommes et des femmes courageux et courageuses. Parmi nos partenaires, nous avons par exemple Monsieur Toiseau, Jean-Claude Toiseau, qui est président de l'association Dissemblable, qui fait un travail énorme dans le bassin Est au niveau de tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, sensibilisation des parents. Nous avons Madame Corgialesi qui, elle, est à la tête de la jeune association concernant le syndrome Gilles de la Tourette. Donc elle aussi, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est à nos côtés pour cette manifestation. Ce sont des associations qui ont très peu de moyens au niveau de leur budget, mais qui essaient quand même de mettre en place des actions vivantes. Nous avons l'association Autiste Petit Écolier 974 de Madame Benoza, qui est aussi référente autiste au niveau de autisme dans l'éducation nationale. Donc ce sont des parents qui sont confrontés au handicap de leurs enfants tous les jours et qui ont décidé de se battre pour leurs enfants, qui ont décidé de mettre en place une association, des actions phares pour essayer de capter les parents qui vivent les mêmes choses qu'eux au quotidien, les rassembler et dire regardez, nous aussi on vit la même chose que vous, allons mettre en place une association, allons mettre en place des actions. C'est pour ça qu'il faut savoir rendre hommage et honneur à ces parents, parce qu'il faut un travail formidable. Donc ces associations de parents, nous avons aussi à côté de ces associations des partenaires. Je tenais à remercier très sincèrement la municipalité de Saint-André qui a été à nos côtés depuis le premier jour du premier copil de cette manifestation, le département de la Réunion qui nous accompagne beaucoup. Le copil, c'est un terme tout simplement de comité de pilotage. C'est un comité de pilotage qui est mis en place par le lycée professionnel Jean-Pierre. Voilà. Ouais. Donc nous avons des partenaires qui ont assuré au niveau des finances, au niveau de la logistique, et qui sont derrière nous pour le jour de la manifestation. Nous avons des structures d'encadrement qui sont quand même encore peu méconnues des gens. L'ALEFPA qui fait quand même un travail extraordinaire auprès des jeunes, de l'encadrement des jeunes adolescents. Ouais. Vous avez les l'IME Baobab par exemple. Vous avez la fondation Père Favron qui fait un travail également exceptionnel auprès des jeunes. Le CRIA, le Centre régional d'études de l'autisme, qui eux sensibilisent de faire des études, d'apporter une ressource indispensable aux parents d'enfants porteurs d'autisme. Donc vous avez l'MDPH qui est aussi à nos côtés, le PSMR, la maison du diabète également. Le PSMR, c'est donc l'établissement public de santé mentale. Tout à fait. Donc c'est Saint-Paul, normalement, je crois, ou c'est à Saint-André. Aujourd'hui, il y a la GHER qui est donc le groupement. Le GHER, donc j'allais venir. Hospitalier de l'Est de Réunion, donc. Le GHER a été partie prenante de notre projet dès le départ. Je tenais à remercier très sincèrement également Monsieur Le Cardez, le directeur du GHER, puisque dès le départ, ils ont été présents à notre premier copil pour apporter. Le jour de la manifestation, nous allons avoir des médecins qui vont être sur site, et l'après-midi du 25 février, on va mettre en place ce qu'on appelle
appelle des débats, des tables rondes. Donc, lors des tables rondes seront présents des spécialistes du médical, donc les médecins du GHEA, par exemple, le docteur Pavopoulet, par exemple. Vous allez avoir des spécialistes tels que la Ligue réunionnaise du sport adapté, M. Maillot. Juste avant de revenir à M. Maillot, je voudrais juste, concernant le GHER, c'est que ce qui va être abordé par le GHER, c'est la prise en charge. Tout à fait, l'accès aux soins, la prise en charge, voilà. Mais aussi le volet formation professionnelle pour les jeunes qui sont porteurs de handicap, leur association professionnelle, parce qu'ils ont aussi ce volet-là qui est très méconnu du grand public. Alors, je tenais à mettre l'accent sur ce point-là, parce que je crois que c'est important de savoir comment, lorsque votre enfant est porteur d'un handicap, comment il est pris en charge, comment il a accès aux soins, comment aussi l'hôpital fait en sorte que il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de différence dans la prise en charge des autres malades. C'est important. Jean-Marc Maillot, pour le sport adapté, je voudrais juste profiter de l'occasion pour lui présenter nos condoléances. Sa mère est décédée il y a quelques jours. Et pour le gros travail qu'il fait pour le sport adapté, il faut juste tirer un coup de chapeau à Jean-Marc Maillot. C'est quelqu'un d'exceptionnel, effectivement, qui a différentes casquettes et qui se bat tous les jours pour essayer de mettre en place des actions au service des adultes et des jeunes porteurs de handicap. Et ça va être d'autant plus intéressant avec lui, c'est que lui il s'occupe de sa mère qui est décédée il y a quelques jours, il s'occupe toujours de son père et à sa sœur également qui est malade. Donc voilà un homme qui donne sa vie à ses proches et qui est vraiment, je dis souvent que on parle pas des assistants familiaux de ceux qui sont là, mais à l'exemple et à l'instar de Jean-Marc Maillot, je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à toutes ces personnes qui donnent leur vie pour aider leurs proches dans la maladie, dans l'accompagnement, dans ce qui va être la fin de vie. Donc c'est aussi important d'aller à la rencontre de ces gens-là parce que je crois qu'ils ont beaucoup donné et ils ont aussi beaucoup d'exemples à nous montrer et d'expériences. Je crois que c'est l'occasion pour vous également de venir pour échanger avec ça. Et on va sur des autres partenaires. Pour revenir à l'organisation, donc ça va commencer dès 9h avec la mise en place de podium, avec des activités artistiques et culturelles que vont conduire les élèves, les petits écoliers de l'ULIS, donc les jeunes porteurs de handicap sous la houlette de leurs enseignants. Nous allons avoir des activités qui vont être proposées par les IME. Nous avons l'IME Baobab, l'IME Raymond Allard qui sont à nos côtés également, des activités que vont proposer également les jeunes qui sont encadrés par la LEFPA, donc pour sensibiliser. Nous aurons aussi des témoignages aussi de jeunes qui sont porteurs de handicap et qui veulent exprimer ce qu'ils vivent au quotidien, tel le jeune Alexandre Parvedi qui a bénéficié d'un projet domotique mis en place par le lycée Jean Perrin. Donc, alors juste rappeler pour ceux qui regardent Télécréole, on a eu l'occasion de diffuser l'année dernière lorsqu'il y a eu une journée sur la sécurité et la prévention au lycée professionnel Jean Perrin. On a diffusé, on a montré comment ce jeune homme qui se bat vraiment avec sa famille pour évoluer, pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour lui, comment avec entre autres le professeur Monsieur Bruno Cellier, on a mis en place tout un système électrique et numérique au domicile des parents, dans sa chambre également, pour qu'il puisse avoir une vie le plus autonome et le plus indépendant possible. Donc c'est aussi l'occasion de voir, je vais juste sur tout ce qui concerne la logistique pour aider les personnes porteuses de handicap. Il y aura également une entreprise qui sera là parce qu'aujourd'hui on installe des visiophones pour que les personnes qui ont la garde de leur personne porteuse de handicap, que la visiophone, les caméras, tous les moyens aujourd'hui pour faciliter la vie. Donc il y aura également l'occasion pour ceux qui souhaitent voir un petit peu, même si c'est pas facile de trouver les moyens pour investir, mais de voir ce qui existe pour faciliter la vie de ceux qui parfois meurent à petit feu pour essayer de maintenir en vie les autres. Tout à fait. Et je rajouterai aussi au niveau de l'organisation les activités qui vont avoir lieu autour de la piscine Michel Debré, puisque au niveau du complexe Sarda-Garriga, puisque nous aurons un éducateur sportif agréé qui sera là pour encadrer les jeunes porteurs de handicap, de tous les groupes de jeunes qui seront invités sur la manifestation pour participer à des activités ludiques et sportives autour de la piscine. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Donc on aura de l'artistique, on aura du culturel, on aura aussi du sportif, donc on aura de tout cette manifestation et surtout des chapiteaux d'information, donc 14 chapiteaux d'information où seront concentrés nos partenaires sur le stade de foot du complexe Sarda-Garriga, où là nos partenaires attendent le grand public. Donc le grand public de Saint-Denis jusqu'à Sainte-Rose, voire au-delà
de toute la Réunion, puisque nous voulions mettre en place cette manifestation pour répondre à ce manque cruel d'information. Les parents ne vont pas forcément, les familles ne vont pas aller forcément vers l'information. On voulait leur proposer une journée pour elles et leur dire, voilà, c'est une journée dédiée au handicap, venez prendre les informations, venez voir ce qu'on va vous proposer ce jour-là, MDPH, département, parce que, encore une fois, le handicap, au niveau des démarches, c'est un labyrinthe. On a beaucoup de démarches à faire. Ça devient à la fois un labyrinthe pour les parents. Et quand un parent ne sait pas s'y prendre ou il ne sait pas vers quelle porte frapper, ben, il est forcément perdu. Et s'il n'a pas le bon interlocuteur ou un proche conseiller de la famille qui s'y connaissent, il ne va pas forcément pouvoir compléter les formulaires à rendre dans les temps ou solliciter telle ou telle structure d'encadrement. Donc ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle on appelle la venue du grand public pour que les familles des enfants ou des adultes ou des adolescents porteurs de handicap puissent venir prélever de l'information, venir vivre cette journée. On aura comme parrain Maroni sur cette manifestation. Donc voilà, on sera dans du ludique, dans de l'artistique, du culturel, dans l'échange, l'informatif. On veut toucher beaucoup de volets à la fois. C'est paradoxal que je puisse poser cette question à Angélique Maillot, qui est donc partie prenante dans cette organisation, qui est enseignante au lycée professionnel Jean Perrin. Qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignante, vous attendez de ce genre d'événements? Est-ce que vous pensez que ça peut être l'occasion de créer d'autres liens, de trouver d'autres outils facilitateurs dans la démarche pédagogique? Alors déjà, je pense que pour la première approche, c'est l'opportunité en fait de rencontrer le public qui se pose beaucoup de questions et notamment des parents qui ont besoin d'aide. Donc il faut savoir qu'un parent qui a un enfant porteur d'handicap, dont notamment moi j'ai un enfant qui est autiste, c'est-à-dire qui a des troubles envahissants du développement. Donc lorsqu'on apprend que son enfant a un handicap, donc on ne sait pas en tant que parent quelles sont les démarches vraiment qu'il faut effectuer. Donc là, je pense que déjà par rapport à la journée, c'est une opportunité. Généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le médecin traitant qui va nous dire qu'a priori l'enfant a un problème. Ensuite, on nous oriente vers des structures. Soit on va nous diriger vers le CRIA de Saint-Leu, c'est-à-dire le Centre ressources interrégional pour l'autisme, afin d'effectuer le diagnostic. Donc, notamment pour mon enfant, le diagnostic a été fait, on va dire, vers l'âge de 4 ans. Parce qu'on a constaté à l'école qu'il y avait un retard au niveau du langage. Donc, soit c'est fait par le CRIA, ou soit c'est fait par le CAMS. Le CAMS qui se trouve à Saint-Benoît, ou soit à Saint-Denis. Donc c'est un centre spécialisé pour les enfants, on va dire, les enfants qui ont au maximum 6 ans. Donc par exemple pour le mien, le diagnostic a été fait au CAMS. Donc du coup, quand on apprend cette nouvelle, on rentre directement. Donc on apprend l'handicap, déjà il faut apprendre à accepter la nouvelle qu'on a eue. Cette différence de son enfant. Cette différence. Ensuite, en tant que parent, donc nous, on doit comprendre, on comprend notre enfant, hein, mais ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour... C'est la mise en place de toute une stratégie, en tout cas, pour pouvoir accompagner son enfant. Pour accompagner son enfant. Mais comme disait Monsieur Barbe tout à l'heure, les démarches sont quand même lourdes. Donc ça veut dire que on apprend que son enfant a un handicap. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, effectivement, donc vous devez effectuer un dossier auprès de la MDPH, ce qui est totalement nouveau pour un parent. Hein. Donc il faut savoir que ce dossier, il est quand même assez conséquent parce que, par exemple, notre enfant, il sera vu, par exemple le mien, il a été vu par le médecin traitant, par l'orthophoniste, par le pédopsychiatre, ensuite par le médecin de l'hôpital. Donc vous voyez, notre enfant, il passe de médecin en médecin. Donc du coup, on a la part administrative, la part de parents, ça veut dire on s'occupe de notre enfant pour qu'il avance comme les autres enfants, et on a la part aussi au niveau scolaire. Donc on va dire que quand même pour l'enfant et pour le parent, on va parler quand même de combat. C'est un vrai, j'allais dire, c'est un vrai chemin de croix. C'est un vrai chemin de croix. Ouais. C'est pour ça, comme l'a souligné M. Barbe tout à l'heure,
il y a eu des avancées. C'est-à-dire que les regards ont changé. Mais il y a encore des choses à améliorer. J'ai dit c'est un chemin de croix, je vais changer. C'est un vrai parcours de combattant pour vous en tout cas. C'est ça, plutôt ça. Bon, on va dire, je parle pas que pour moi, je vais parler aussi en généralité pour les autres parents. Parce que, bon, je fais partie d'une association pour les enfants autistes. Et il faut savoir que le constat que j'ai des autres parents, le premier constat, déjà, un parcours au niveau de l'école. Parce qu'il y a des maîtresses. C'est la réalité des choses. Hein. C'est une réalité. Je sais qu'il y a des enseignants qui ne sont pas, des enseignants ou des enseignantes qui ne sont pas à même à recevoir des enfants qui ont ces troubles. C'est ça. Parce qu'il y a des maîtresses qui vont l'accepter et qui vont faire en sorte vraiment de donner les consignes à l'AESH et de faire ce qu'il faut. Ensuite, on a deux facettes aussi au niveau de l'AESH. C'est-à-dire, on a un AESH consciencieux dans son travail, qui fait vraiment ce qu'il faut pour aider l'enfant, et on a l'AESH qui ne fait pas forcément ce qu'il faut. Voilà, j'ai mon travail, mais je ne vais pas me soucier de l'enfant. Vous voyez, c'est le parcours du parent. Donc, à chaque fois, c'est un peu selon. Parfois, ça peut bien se passer. C'est ça. Parfois, ça ne se passe pas bien du tout. Et là, c'est pour ça que je disais, c'est plus un parcours du combattant, parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours se battre. Il faut toujours aller chercher la solution, parce que c'est l'enfant qui a besoin. Et si on ne l'aide pas, si les parents ne l'accompagnent pas, ça sera difficile pour les autres de le faire en tout cas. Et donc je pense que cette journée internationale, elle est très importante. Pourquoi? Ça apportera des réponses aux parents. Donc pour le dossier MDPH, la MDPH sera là. Comment je vais faire pour constituer mon dossier? Quels sont les délais? Il faut savoir qu'à La Réunion, on doit renouveler le dossier tous les 2 ans, alors que le handicap, elle ne part pas au bout de 2 ans. Elle est toujours présente. D'accord. Donc aussi au niveau du GHER, c'est une bonne chose parce qu'il y a des médecins qui sont spécialisés et qui peuvent donner des informations. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les parents. Les parents se posent beaucoup de questions. Mais vous savez, après, moi je me pose cette question aussi. À La Réunion, il y a 2 facettes. Soit, voilà, mon enfant est porteur de handicap, entre guillemets. Soit, voilà, en tant que parent, j'élève mon enfant, mais je fais en sorte qu'il s'intègre à la société. Donc ça veut dire que je me bats, j'apprends à mon enfant aussi à se battre pour avoir une place auprès des autres, parce que c'est son droit, c'est le droit de tous, de l'être humain. Ou soit j'ai l'autre catégorie de parents, voilà, qui n'acceptent pas forcément l'handicap, qui va pas forcément faire les démarches qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents, c'est la réalité, qui s'isolent. Vous savez, il y a plusieurs années, un enfant autiste était considéré comme un enfant malade. On disait à la maman, mettez votre enfant dans un institut. D'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une personne connue, si on pose la question à Monsieur Chevanet, qui est autiste Asperger et qui va de pays en pays, ben, sa vie, lorsqu'il était enfant, était très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas intégré à la société. Il a été sujet à des maltraitances, c'est la réalité, maltraitances dans le système scolaire. Et il a dû quand même tenter et faire des efforts pour s'intégrer dans la société. Donc, on va dire que ces enfants, on va parler plutôt de particularités. Ils ont des particularités, mais ils ont la possibilité, comme tout le monde, de s'intégrer dans la société. Et il faut savoir que ces enfants, ils ont des facultés qu'on n'a pas forcément les autres. D'accord. Ouais. Il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Juste revoir une dernière fois cette affiche. Donc, lundi 25 février à Saint-André, donc sur le site sportif de Salagariga. Donc, le rendez-vous est fixé de 9h à 16h. La journée internationale du handicap, Ludovic Barbe. Donc, un rendez-vous que vous donnez donc à tous ceux. Tout à fait, rendez-vous que l'on donne aux familles qui sont concernées par le handicap dans leur quotidien. Donc, ensemble, c'est mieux, comme le dit le slogan que nous avons choisi. Donc, venez nous voir pour cette manifestation beaucoup de choses seront proposées en matinée. Un dernier mot sur les tables rondes qui auront lieu l'après-midi de 14h à 16h, qui seront également enregistrées et filmées. Tables rondes qui vont réunir des spécialistes sur 3 thématiques, l'inclusion scolaire, l'accès aux soins et la formation professionnelle. Donc, après, un retour sera fait aux parents par rapport à... De toute façon, nous, on va vous
redonner rendez-vous la semaine prochaine pour le même sujet. Cette fois-ci, on fera le bilan. On regardera un petit peu qu'est-ce qui a vraiment attiré l'intérêt des gens, des personnes porteuses de handicap, leurs parents, des jeunes, des moins jeunes, parce qu'il s'agit là des lycéens. Et ma dernière question va être pour Angélique Maillot. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, de cette journée du 25 février? Alors, moi, je vais parler au nom de... On a 30 secondes. Oui, au nom des parents. Ce qu'on attend de cette journée, c'est d'avoir un maximum d'informations, d'avoir de l'aide que n'ont pas forcément tous les parents, et aussi avoir les clés, entre guillemets, pour intégrer les enfants dans la société et dans le système scolaire. Merci Angélique Maillot. Je vous rappelle que vous êtes enseignante donc, au lycée professionnel Jean Perrin. Vous étiez également la maman d'un enfant autiste. Merci également à Ludovic Barbe, donc proviseur adjoint au lycée professionnel Jean Perrin de Saint-André. Merci à vous également de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine. On fera le bilan de cette journée. On verra un petit peu comment ça évolue pour les personnes porteuses de handicap. Est-ce que notre société intègre mieux ou fait une meilleure inclusion des personnes porteuses de handicap? On verra ça dans une semaine. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, merci pour votre collaboration toujours très efficace. En tout cas, comptez bien votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.